Bonjour et bienvenue au Forum d'architecture pour notre deuxième événement et notre première table ronde et discussion. Je vous invite, pour les gens qui veulent, qui sont encore en train de visiter l'exposition, à venir compléter la salle de conférence, sachant qu'après il y aura un apéritif qui sera servi et qu'on pourra tout à fait avoir le temps de regarder l'exposition plus en détail et de mener des discussions un peu plus informelles. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 4 intervenants qui ont été choisis particulièrement pour leur expertise. Et j'aimerais du coup inviter à vous asseoir Dominique Boudet, qui nous vient aujourd'hui de Paris. Dominique Boudet est journaliste et critique d'architecture depuis longtemps. Il a notamment participé aux éditions AMC Le Moniteur. Il a aussi fondé 2 prix très importants en France, dont le prix de l'Équerre d'Argent. Et il rédige actuellement un ouvrage sur les coopératives d'habitants de Zurich, qui va paraître en juin, il me semble, où il présente une 60aine de projets récemment conçu à Zurich. Voilà, j'invite ensuite Daniel Kurz à nous rejoindre. Il est rédacteur en chef de la revue Werk, Bauen und Wohnen à Zurich. Il est aussi un expert de toute l'histoire des coopératives zurichoises et on est ravis donc qu'il puisse aussi discuter avec nous ce soir. J'invite ensuite Matthias Heinz de Pool Architekten. Pool Architekten est aussi une coopérative d'architectes cette fois. Et ils ont construit aussi récemment plusieurs projets à Zurich, dont des projets qui sont présentés dans l'exposition. Et notre dernier intervenant est Urs Primas, de Schneider Studer Primas, et qui vient du coup de construire récemment le projet de Zwickau Sud, notamment. Et puis un autre projet qui est en attente de Rütihof, qui malheureusement ne sera pas réalisé, et on pourra aussi en discuter. Voilà, donc je donne la parole à notre modérateur Dominique Boudet. Et encore une fois, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi de Paris je suis arrivé à Zurich et m'occuper des coopératives, ce qui n'est pas tout à fait habituel. Il se trouve que en tant que responsable de cette revue AMC, qui est une des grandes revues à Paris, j'ai été toujours intéressé, nous avons toujours travaillé beaucoup sur 2 choses, le logement et l'urbanisme. C'était les 2 thèmes qui nous paraissaient intéressants, outre bien sûr les symboles de l'architecture contemporaine avec quelques beaux objets. Mais on a souvent travaillé sur ce thème. Il se trouve que notre curiosité naturelle, c'est d'aller rechercher un peu partout. Et moi, j'ai l'habitude de traverser souvent l'Europe, d'aller en Autriche, où Vienne, c'est une ville où il y a effectivement beaucoup de logements, une vraie histoire, une vraie politique de logement, mais aussi dans les nouveaux pays. J'étais souvent en Slovénie, en Croatie, où il y a pas mal de choses intéressantes. Et à chaque fois, je passe par Zurich. Et chaque fois, j'essaye de regarder si je retrouve 1 ou 2 bâtiments. Et au bout d'un certain temps, remonte à 3, 4, 5 ans, j'avais repéré 4, 5 projets qui me semblaient intéressants. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur la manière de les traiter. Et là, heureusement, j'avais un très bon ami qui est à l'ETH, M. Stadler, qui m'a recommandé Daniel Kurz, car si je voulais faire un premier dossier, il fallait que je comprenne un peu d'où ça vienne et que je parte en fait de l'architecture pour arriver aux clients. Les clients, c'était les coopératives. Et donc, ce premier travail a donné lieu à quelques contacts très, très utiles avec Daniel. Et puis on a fait un premier dossier, et puis plus je creusais, plus je trouvais que c'était une mécanique qui était quand même d'une richesse incroyable, et que derrière les bâtiments, il y avait tout ce processus qui semblait être très lourd et très durable. Donc j'ai proposé d'essayer de faire un ouvrage sur ces coopératives et sur tous ces projets. Et cet ouvrage va sortir sans doute au mois de juin. Mais ça m'a amené effectivement à avoir et à travailler sur un peu cette exposition en recommandant quelques projets, parce qu'on les a bien entendu regardés, analysés, et j'ai rencontré les architectes. Donc
Aujourd'hui, je ne suis pas un expert des coopératives, je ne suis pas un architecte, je suis juste quelqu'un qui regarde de près ces questions du logement et de l'urbanisme, et il se trouve que la plupart de ces projets, je ne dis pas tous, mais beaucoup de ces projets traitent des deux sujets, c'est-à-dire ils traitent de la typologie et ils traitent également de l'insertion urbaine, puisqu'on est en face d'une sorte de densité, de densification de la ville se reconstruit sur la ville, mais là, c'est essentiellement la périphérie qui se reconstruit, puisque Daniel va nous l'expliquer, une grande partie des projets coopératifs qui sont le fondement de cette rénovation se trouvent plutôt à la périphérie que carrément au centre-ville. Donc c'est une histoire que j'ai essayé de rechercher, que j'ai essayé de comprendre, et qui est le plus simple, c'est de commencer par essayer de la retrouver avec Daniel, qui nous expliquerait un peu d'où vient cette dynamique et quels sont les fondements des coopératives à Zurich. Je pense que la coopérative est un phénomène général, on en trouve un peu partout, surtout dans les pays du Nord, surtout les coopératives d'habitat du reste. En Danemark, il y en a beaucoup, en Allemagne, il y en a beaucoup, en Autriche, il y en a. Ce qui est la spécificité de Zurich, c'est la quantité. Et il y a des explications à cette quantité qui sont aujourd'hui, cette importance, on compte à peu près 40 000 logements, disons, coopératifs et ce qu'on appelle d'intérêt public, c'est-à-dire aussi la part qui vient des structures de la ville et des Stiftung, des organismes parallèles. Et donc, cette quantité a une histoire, et donc le plus simple, c'est déjà de commencer à raconter cette histoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse comprendre la situation actuelle sans la relier effectivement à une situation historique qui en quelque sorte est son fondement aujourd'hui. Donc Daniel, si on peut commencer par ça. Donc, je raconte un tout petit peu de l'histoire. Je crois que ce qui est spécifique à Zurich, c'est que depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu une politique assez continue d'encouragement des logements d'intérêt public, et une politique qui a été ininterrompue, mais avec des vagues. La vague des années 1920, la vague des années 1940-50, c'est les deux grandes vagues. Et entre-temps, il y avait aussi des périodes un peu de tranquillité où on pouvait même penser que le mouvement des coopératives s'était endormi un petit peu, avec des tendances très très conformistes, soit dans le sens de l'architecture, mais aussi dans le sens social, puisque les coopératives sont libres de louer à leur segment social préféré, et très souvent ce sont les familles suisses, comme on dit, ou plutôt suisse-allemandes. Et après une certaine période de tranquillité, avec des intérêts aussi très hauts qui n'invitaient pas trop à construire dans les années 80-90, il y a eu un nouveau essor depuis, je dirais, 1998, avec un nouveau conseil municipal qui s'est mis à le but de construire 10 000 grands appartements de famille dans une période de 10 années. Et c'était juste le moment, après la crise économique des années 90, avec les coopératives qui avaient un certain intérêt de ce, et je suis très franc dans ce point-là, il y avait aussi dans certains coopératives un certain intérêt de se libérer d'une population étrangère, des familles soit turques, soit kosovares. Il n'y avait pas seulement des intérêts très, très sympathiques, mais en même temps, il y avait quelques personnalités à Zurich qui prenaient cette initiative politique pour en faire
une politique de base, disons, portée par les coopératives. Et ce moment-là, autour de l'année 2000, je crois que beaucoup de choses ont commencé à bouger. Et c'était le même moment, la ville a décidé de ne donner des droits de superficie que avec la condition d'un concours d'architecture, c'était très important. Et en même temps, il y avait un projet très important, le Kraftwerk. Force. Was ist das auf Französisch? Force motrice. Le Kraftwerk 1, que peut-être vous connaissez, c'était né comme projet utopique un peu avec. Il était né dans les réseaux de gens des squatteurs. Et avec les idées de squatteurs derrière, avec des idées de participation, d'écologie, de toutes ces choses-là. Et incroyablement, dans la crise économique des années 90, il était possible de effectivement le réaliser. Et en plus, avec Alreal, qui était les héritiers de Burlet, donc du tout autre côté du spectre économique et politique, et ça a montré à tout le monde qu'il y avait des possibilités insoupçonnées dans une ville comme Zurich. Et en même temps, c'était le début, je crois que les coopératives auraient aimé de reconstruire, de démolir et de reconstruire quelques-unes de leurs lotissements déjà avant, mais c'était presque pas pensable parce que l'idée de conservation était très forte depuis les années 70 jusqu'aux années 90. Mais d'un coup, ça paraissait possible. Il y avait des premiers projets. Le tout premier, c'était un projet de la ville, la Verdwies, où toi, tu faisais troisième, avec un projet qu'on n'a jamais oublié entre-temps, le Boba Fett. Et là, c'était, je crois, l'horizon devenait beaucoup plus grand. Et la ville, en même temps, a mobilisé toutes ses réserves, ses derniers terrains à bâtir, et faisait toute une série de concours. Et c'était vous qui avez gagné avec Vista Verde, qui est représenté dans l'exposition. Et là, il y avait un groupement de jeunes bureaux qu'on ne connaissait pas avant, qui ont gagné leur premier concours dans une très courte période. Et je crois que tout cet ensemble de conditions a rendu possible un certain essor des coopératives qui étaient très fortes avant, mais qui étaient aussi un peu conformistes jusqu'à ce point-là. Tu es content ? Oui. Non, mais je pense que c'est un très bon résumé, mais je pense qu'il y a des choses quand même très significatives qu'il faut quand même expliciter, en particulier dans toute la première partie. Je pense que l'histoire récente n'est qu'un morceau de l'histoire. La partie ancienne, très schématiquement 1900-1950, même 60, est celle qui permet de fonder la période contemporaine. Et je pense que ce qui est très très important à Zurich, c'est les rapports des coopératives avec la ville. Et je crois là, il faudrait quand même expliciter un peu plus. C'est vrai que la coopérative est née du sentiment collectif qu'on peut, à plusieurs, trouver une réponse à un problème. Le problème du logement était grave à Zurich parce qu'il y avait un début d'industrialisation avec l'arrivée du chemin de fer, qui était quand même c'était pas déterminé au départ. Hein. Tout d'un coup, c'est un personnage assez historique qui a décidé d'installer une grande gare à Zurich. Enfin, c'est tout à fait étonnant, qui a amené une forte industrialisation. Cette industrialisation a amené des ouvriers. Ces ouvriers sont descendus des montagnes et naturellement, le sentiment habituel en Suisse, c'est
une espèce de vie collective, d'autant plus que dans la montagne, cette vie collective est nécessaire à la survie des montagnards. Quand ils sont descendus, c'était naturel qu'ils puissent trouver dans le système de coopérative une autre forme d'action collective pour régler un autre problème qui est celui de l'habitat. Mais ça n'aurait pas suffi si la ville n'avait pas fait quelques initiatives qui sont assez exceptionnelles, qui touchent à la fois sur la manière de financer les coopératives et sur la disposition, disons, de l'ingrédient essentiel qui est le sol. Là, si tu peux raconter ces deux éléments, parce que c'est ça qui a fait les deux grandes vagues et qui aujourd'hui nourrit le développement que l'on constate. S'il n'y avait pas eu, et le troisième élément, c'est que ces coopératives ont construit d'une certaine façon, donc c'est encore un autre élément historique, c'est-à-dire la ville-jardin a été voulue, a été programmée dans des conditions et dans des superficies considérables jusqu'en gros années 50-60, et c'est aujourd'hui cette ville-jardin qui donne la superficie nécessaire à la densification. S'y ajoute encore un dernier élément qui est, depuis les années 50-60, ces mêmes petits bâtiments ont été pour certains un peu rénovés, un peu agrandis, on a mis quelques balcons, mais on était loin des normes actuelles, on était loin des normes d'isolant, on était loin des normes contre le bruit, tout ça n'était pas possible, et le fait qu'on ne les ait pas pu et pas voulu non plus les améliorer fait qu'ils ont vieilli et qu'ils devenaient obsolètes, et que toutes les tentatives, en particulier sur Verduis, qui était une tentative de regarder si on ne pouvait pas le restaurer, on s'aperçoit que c'était impossible, c'était trop coûteux, on n'y arrivait pas. Donc ça a amené nécessairement de la démolition et de la reconstruction. Donc tous ces mécanismes nourrissent en quelque sorte la dynamique que l'on constate aujourd'hui. Mais je pense que la plus importante, c'est vraiment la dynamique de cet rapport avec la ville, parce qu'elle a nourri en quelque sorte la capacité qui n'étaient pas encore des coopérateurs du reste, de ces ouvriers à se regrouper, en facilitant la tâche, et surtout en leur donnant un sol relativement bon marché par rapport à ce s'ils étaient achetés. Aujourd'hui, ils continuent à acheter. C'est sûr que les coopératives ont cette volonté d'acheter. Mais à l'époque, quand ils ont acheté bon marché. Et aujourd'hui, ils ont acheté des terrains à 5 francs suisses il y a 50 ans. Et aujourd'hui, c'est 1500 francs suisses le mètre carré. Donc ça donne un potentiel financier pour aller à la banque qui est tout à fait extraordinaire. Donc est-ce que tu peux raconter un peu les deux éléments Tu l'as très bien expliqué, il ne faut pas trop ajouter, mais je crois que c'est absolument essentiel d'avoir eu une politique foncière du côté de la ville, de la part de la ville, qui a commencé au début du XXe siècle, qui était systématique pour rendre possible la construction des logements, mais en même temps aussi des Freiflächen, des espaces verts, des espaces libres. Et on a, même avant l'intégration d'une nouvelle périphérie à la ville, Eingemeindung, est-ce qu'il y a une expression spécifique, Martin ? D'un anneau de communication. La ville avait déjà acheté pas mal de terrain là, de façon que l'annexion était en 1934, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait tout de suite commencer, et on a rempli ces communes comme Schwammerdingen, comme Seebach, avec ces lotissements coopératifs, avec un urbanisme de haute de haute perméabilité. Et à cette époque-là, dans les années 20, 30, 40, l'idée directrice urbanistique était toujours de dédensifier la ville, de baisser les étages, pas construire
5 ou 6, mais plutôt 2 ou 3 étages, avoir beaucoup d'espace vert entre les maisons. Et là, maintenant, c'est un peu la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces quartiers-là? Et là, il y a un très grand conflit d'opinion. Moi, je dirais il faut faire la ville dans ces quartiers, mais les habitants des quartiers, ils sont de l'avis qu'il faudra conserver ces structures perméables. Oui. Non, je pense que ces trois phénomènes, c'est-à-dire, d'une part, on en a parlé, mais quand même, pour concevoir une coopérative, il faut avoir un capital de départ. Ce capital de départ, des textes, des lois, comme on vous les appelait à Zurich, ont permis qu'il soit minimum. C'est-à-dire que petit à petit, on a réduit à 6%, c'est ça, du coût général de la construction, comme fonds de départ. Alors qu'au départ, c'était 25% ou beaucoup plus. C'est vrai que déjà, ça facilite parce que c'est plus facile de retrouver 6% et ensuite d'aller à la banque pour obtenir les crédits hypothécaires que d'avoir tout de suite 25 ou 30%. Donc la première facilité, c'est qu'on a rendu moins difficile d'atteindre le capital nécessaire pour lancer une coopérative. Et aujourd'hui, ces règles s'appliquent toujours. Aujourd'hui, elles sont toujours applicables. Si on fait le calcul, semble-t-il, avec d'autres subventions, il y a une série d'aides qui vient de la ville, du canton, de la fédération. Enfin, beaucoup d'éléments peuvent venir se surajouter qui fait presque qu'on pourrait démarrer une coopérative sans fonds propres. Presque. Enfin, en exagérant un peu. Non, mais ça veut dire que c'est quand même un élément extrêmement utile pour démarrer. La deuxième était effectivement l'accession au terrain disponible. La troisième, c'est effectivement qu'il y a eu cette politique urbaine qui a construit en quelque sorte une ville très, très, très peu dense, une ville très, très ouverte, qui fait qu'aujourd'hui, quand on la densifie, on a beaucoup de sol et on peut densifier. Avec une vraie question aujourd'hui, jusqu'où peut-on densifier? Et on voit bien que la ville bouge, puisque en l'espace de 10 ans, elle est passée de 6 étages à maintenant accepter 8 étages à certains endroits. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle-même hésite à faire les transformations et qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Donc ces trois éléments, je trouve, sont très très fondateurs. Il faudrait peut-être ajouter un détail qui n'est pas un détail, c'est que la réputation des habitations à intérêt public est très très bonne à Zurich. C'est pas la réputation HLM. Et une cause est que il y a toujours eu des habitations qui n'étaient pas standard minimal, mais un peu plus. Et les logements subventionnés sont dans les mêmes maisons que les maisons à financier librement. Comme ça, il n'y a jamais eu des ghettos, il n'y a jamais eu la mauvaise réputation de ces quartiers. Il était très longtemps, il était même très souhaitable pour tout le monde d'y habiter. Et ça, c'est le cas beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ans. Donc cette réputation politique qui se voit aussi dans les votations publiques on voit que les 80% de la population de Zurich, même ceux qui votent pour le Parti populaire ou libéral, ils sont la grande majorité est pour cette politique de logement. On n'a pas dit, mais c'est vrai que ça permet de comprendre le poids que représente la force et que représentent les coopératives et ce qu'on appelle les logements d'intérêt public, puisque ça représente environ 40 000, c'est-à-dire de l'ordre de 27 à 28% du patrimoine locatif. Et donc cet intérêt pour ces coopératives qui est revenu très fort par la rénovation des coopératives. La population, par certains, on en verra tout à l'heure un peu plus le détail, par certaines opérations, ont revu la capacité des coopératives à devenir des acteurs sociaux, des acteurs urbains. Ce qu'elles avaient un peu, non pas disparu, puisqu'elles étaient là, mais n'avaient pas exprimé. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils redeviennent, même dans l'esprit de la population, un élément important. Et donc il y a eu une votation, c'est en 2011, non la votation qui est passée, qui a
en quelque sorte donné une obligation à la ville de faire en sorte que d'ici 2050, ce chiffre de 27% passe à 33%. Un tiers. Ce qui est quand même considérable pour la ville, puisqu'il n'y a pas de terrain. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver la manière de trouver les compléments. Mais ça fonctionne. Il y a un autre exemple qui montre aussi le retour des coopératives dans l'esprit public. C'est cette affaire de Green City, un développement totalement privé sur une zone industrielle à la périphérie de la ville, qui était prévu pour faire un développement classique de logements privés avec un peu de tout autour. Et la population, ou tout au moins les élus, disons de centre-gauche, ont réagi très violemment et ont contraint en quelque sorte, pas directement l'opérateur, mais la ville a contraint l'opérateur de faire en sorte qu'il y ait un minimum de logements aidés dans cette partie-là. Et donc, il y a 3 coopératives qui se sont regroupées pour prendre un certain nombre. Donc, on voit bien qu'il y a de nouveau, dans la mentalité zurichoise, le retour des coopératives comme un acteur essentiel du jeu social et urbain. Ça c'est tout à fait vrai. Si on passe à la deuxième période, c'est-à-dire la période contemporaine, c'est vrai qu'on a avec nous, avec Urs Prima et Hans, 2 exemples de ce qu'a été le démarrage par la ville de relancer la construction au travers de concours. C'est vrai que cette histoire des concours n'a pas été spécifique de cette relance. Elle date un tout petit peu avant, une dizaine d'années avant. La ville, tu l'as expliqué, mais je crois que c'est assez intéressant. D'un côté, la ville a donné des terrains, a vendu des terrains pas chers, et puis à partir des années 60, le terrain devenant rare, elles ont décidé de le garder et de plutôt donner des droits à construire. Donc ça ce que j'appelle les droits de surface. Donc quand ils ont commencé à donner des droits de surface, les terrains leur appartenaient. Et 10 ans, une bonne dizaine d'années plus tard, ils se sont aperçus que sur ces terrains, je ne dis pas qu'on faisait n'importe quoi, mais ils ont eu le sentiment qu'il fallait qu'ils contrôlent un peu ce qui se construisait. Et donc, ils ont décidé d'obliger les coopératives, soit en extension, soit en construction, à faire un concours pour vérifier que le projet soit un apport de qualité à la ville et pas simplement une réponse locale. Et donc, ça a existé à partir de la fin des années 80. Et quand arrivait le boom de la construction, c'est vrai qu'a priori, ça a fonctionné très bien avec les droits constructifs, puisque là, la règle s'appliquait, et donc c'est le cas de Poularkielsen, où le concours, 5 candidats, et 5 concours avec des candidats, sur un terrain qui appartenait à la ville, et donc il était naturel qu'on fasse des concours. Mais aussi, ce qui n'était pas naturel est devenu plus naturel pour presque toutes les coopératives, c'est de faire des concours, parce qu'ils sont aperçus, après les premiers errements du début, qui partaient un peu dans tous les sens, et peut-être qui étaient de l'architecture exagérée par rapport aux attentes des coopératives. Il y avait une ambition architecturale qui était peut-être un peu éloignée de ce qu'attendaient les coopératives en tant qu'usagers, en quelque sorte, de l'architecture. Mais très vite, les autres coopératives se sont aperçues, que tout le monde en parlait, que c'était pas si mal, que ça fonctionnait, que les concours se passaient plutôt bien, qu'on écoutait les coopératives. On verra si c'est tout à fait juste. Et puis, ils se sont aperçus que quand ils passaient au concours, c'était plus facile d'avoir le permis de construire après parce qu'on était déjà dans le circuit de rapport avec la ville. Donc, il y a tout d'un coup, les concours sont devenus une habitude. Et ça a gagné même les privés qui font maintenant des concours. Ces concours étaient totalement organisés par la ville au départ, financés, pas vraiment financés, mais prenaient à la charge une partie du coût du concours, de façon à faciliter pour les petites coopératives l'accès à ces concours. Maintenant, c'est fait par même des structures indépendantes qui organisent les concours pour les coopératives, pas forcément nécessairement passant par la ville. Donc on voit bien que le système des concours est devenu aussi une espèce de caractéristique du système zurichois, par quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais qui est devenu l'instrument de valorisation et de qualification de ce boom de construction. Si on peut revenir tout à fait au début de cette transformation,
si on prend le cas de Poularchier-Decten, qui a été sur les 5 premiers grands concours qui ont été lancés par la ville sur des terrains appartenant à la ville, comment ça s'est passé exactement? Quel a été le point de départ? La ville a lancé 5 concours, a demandé aux jeunes équipes d'y participer. Comment? Alors, il faut dire, comme tu l'as bien expliqué, il y avait quand même un départ avec les concours. Et je sais pas, je pense plus ou moins dans les débuts, non même pas mi-90, ça a commencé vraiment d'aller fort. Et puis c'était juste aussi avec la fin de la crise. Il y avait la crise économique. Quand moi j'ai fini les études, il n'y avait rien à construire. Tout le monde est allé à Berlin. Bon, ceux qui parlaient l'allemand au moins. Et puis, il n'y avait pas de boulot à Zurich, rien. Et puis, à un certain moment, ça reprenait. Et à ce moment, je trouve ça quand même assez intéressant que la ville, elle était très... même si c'était déjà la crise, elle a démarré fort. Alors, elle a vraiment demandé aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais aussi aux coopératives. Et à la fin, elle a dit, si vous coopérez, on va faire quelque chose, et sinon, vous ne faites pas partie de tout qui va venir. Et puis pour ça, je crois, il y avait primo une fois la ville en soi qui faisait bon exemple. Et puis elle a fait c'était 5 concours qui étaient invités. Alors il y avait peut-être une vingtaine de bureaux à chaque concours. Et je crois que ça c'était un signe assez fort, surtout pour la scène des architectes. Alors à la fin, c'était parallèle. Il y avait 100 bureaux qui travaillaient là-dessus. Et dans les 100 bureaux, il y avait des bureaux déjà établis et des jeunes. Et puis, c'était pas seulement des jeunes qui ont gagné les 5 concours, mais après, ils ont fait une expo, etc. Alors ça, c'était vraiment un peu un démarre, mais c'était aussi un exemple pour dire on veut en principe, continuer dans cette direction. Et je crois qu'ils ont assez bien réussi. Alors aussi avec les autorités dans la ville. Et après, il y avait des effets que je trouvais assez intéressants parce que c'était pas juste les coopératives. Je crois là, c'était plus facile parce que on donnait le terrain aux coopératives et puis voilà, il y avait un échange. Mais après, il y avait encore la loi qui est devenue aussi un peu un problème. Mais il y avait la loi qu'avec un terrain de plus de 6000 mètres carrés, on pourrait augmenter la hauteur. Alors, dans une zone à 3 ou 4 étages, on pourrait ajouter 3 étages, que c'était en principe énorme. Et ça fait aussi un peu des dégâts dans la ville, qu'on sait en ce moment pas vraiment où on l'a arrêté puis, parce qu'on avait peur, je ne sais pas. Mais là, il y avait un certain intérêt aussi pour les investisseurs privés après. Et là, bien sûr, la ville, elle a aussi proclamé que vous recevez ce plus de hauteur et aussi un peu de densité, bien sûr avec un concours. Je crois au début, ça c'était pas très bien reçu des investisseurs, mais à certains moments, ils ont vu qu'ils passent vraiment, comme tu as dit, plus vite. Et je crois aujourd'hui, même, je remarque pas des grands logements qui sont donnés directement. Je crois que personne ne le fait plus parce que c'est déjà arrivé je parle aussi des investisseurs. C'est vraiment arrivé tout en haut que, en principe, un concours, c'est un bon moyen et puis ça coûte pas autant. Mais maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on est en train de regarder qui font vraiment des bons concours de SIA. Ça, c'est pas toujours... mais déjà, il y a tous les concours. Il y a eu 5 concours et il y en a 3 qui ont été construits, mais 2 qui n'ont pas été construits. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas été construits? Je ne connais pas toutes les histoires, mais je crois que c'est vraiment... Il faut aussi dire que les coopératives, bien sûr, ils sont différents comme nous sommes des êtres, des humains différents. Et puis, ils ont des intérêts complètement... et puis, il y avait 2 coopératives comme je me souviens. Bon, heureusement, ce n'était pas notre projet, qui étaient très conservatifs. Et puis, ils
ils n'ont pas du tout aimé ce qui a gagné. Et puis, à la fin, ils ont renoncé, ils avaient trop peur. Et puis ça, c'est aussi un peu l'histoire des coopératifs. Ils avaient peut-être des maisons, ils avaient un âge, je ne sais pas, 80 ans, quelque chose comme ça, ou 50 ans même. Ils ont plus rien construit. Alors pour eux, c'était une chose très étrange aussi de reprendre un nouveau projet. Et aujourd'hui, on peut constater que bien sûr, il y a des coopératives. Alors je sais pas, directeurs, ou, je sais pas comment on les nomme. C'est des gars qui sont super professionnels, qui savent très bien ce qu'ils veulent, à quel prix et dans quel système. Alors, on a vraiment sur le marché, on a tout, des coopératifs qui sont aussi professionnels qu'investisseurs professionnels dans son côté, avec tous les positifs et les facteurs négatifs. Parce qu'il y a eu une très grande, la plus grande, c'est la ABZ, que pour nous, on fait maintenant un grand projet avec eux. Non, on a déjà fait le deuxième. Alors, à la fin, le Mehrhalswohnen que vous trouverez au milieu là-bas, c'est aussi un projet que, bien sûr, c'est une coopérative des coopératives, mais à la fin, la ABZ, je crois, elle était quand même, dans certaines manières, pour le déroulement après, dominant. Et puis, c'était avec un entrepreneur total. Ils vont dans la, submission avec l'avant-projet, pour que l'entrepreneur total il donne un bon prix. Alors, pas des détails. Et après, nous, les architectes, on peut encore se bagarrer avec l'entrepreneur total pour faire... et puis, comme il y a des bureaux qui ont une certaine, peut-être, fierté, ils vont le faire, mais à la fin, vous savez bien, ça peut être une bagarre assez difficile. Alors ça, c'est un système. L'autre, c'est... que je trouve... alors, comme il y a des coopératifs complètement différents, il y a aussi des coopératifs aussi aujourd'hui qui sont très conservatifs, toujours encore. Mais avec la professionnalisation, je crois les coopératifs ils commencent à apprendre d'un de l'autre et je crois ça a donné une dynamique qui était quand même très exceptionnelle. Et il y a une autre chose après sur le marché qui s'est passé, que bien sûr quand on parle, et ça c'est je crois aussi exceptionnel, plus ou moins un tiers de tous les logements c'est des coopératifs. Eux ils font maintenant des nouveaux appartements avec un certain prix, avec une certaine qualité. Après les privés, ils ont dû arriver au même niveau à la fin. Et je crois là il y a un certain moment il y avait tout un système qui s'est établi que je trouve qui est très suisse parce qu'il est pas c'est pas un grand planning qui a vraiment pu concevoir ceci, mais il y a tout plein des petites pièces. C'est pas socialiste non plus, même si le gouvernement est socialiste, mais c'est juste, il donne un peu un plus. Et à la fin, on essaye de régler, mais tout au privé. Même les coopératives, à la fin, ils sont aussi un peu... il y a des coopératives que, à mon avis, ne pensent pas du tout de la pensée sociale, qui ont des autres buts, comme tu dis aussi. Alors, il y a vraiment tout sur le marché. Après, il y a bien sûr les coopératives très avancées, que vous voyez un certain nombre ici des projets, qu'on parle peut-être plus, comme Kalkbreite, comme même comme peut-être Zwicky, que c'est peut-être à la fin un investisseur privé, non, derrière, ou moitié-moitié. Mais déjà l'idée derrière, elle a été très avancée. Et il y a des autres que c'est plus difficile que tu fais vraiment les appartements très très normal. On pourrait dire que les coopératives qui il y a 20 ans étaient spécialistes de gérer mais ne pas de construire sont maintenant un peu à l'exemple de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment avancés, ils essayent plus, ils vont un peu plus loin,
Et puis, c'est vraiment les privés qui disent « Ah, nous, on veut aussi », mais à la fin, dans leur système, ils ne peuvent jamais faire ça parce qu'ils ont trop peur, parce que leur système, dans les assurances, dans les caisses pensions, etc., ça ne leur permet pas de faire le petit pas, le petit extra. Et puis, mais c'est assez bien avec cet exemple des coopératives. Disons, on peut toujours aller un peu plus loin et on peut prouver que ça marche, disons, dans certaines typologies, des manières de construction, et à la fin, pour aussi prouver peut-être de le répéter dans les autres cadres. Ouais. On va peut-être revenir sur cet aspect-là, parce que je pense quand même qu'il y a une grande séparation, décalage entre, appelons-les des coopératives traditionnelles qui se transforment, bien sûr, et quelquefois avec un sens de gestionnaire tout à fait extraordinaire. Je pense au projet de Matenov, c'est quand même un projet au total qui va coûter un investissement de 500 millions. C'est-à-dire, on n'est pas dans de petits investissements, on est dans des programmes lourds sur 15 ans, et on a des responsables qui calculent et a priori destinent très très bien ce qu'ils veulent, choisissent, s'organisent pour. Mais il y a à côté, vous avez des coopératives beaucoup plus innovatives, beaucoup plus risquées, mais ce sont à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire celles qui ont été, on va peut-être en reparler un peu tout à l'heure, qui ont été au point de départ, les Kraftwerk, les Kalkbreite, et c'est toujours les mêmes qui sont un peu à la pointe et continuent à s'inventer une nouvelle histoire. Là encore, je pense que la raison tient aussi à la fois à cette histoire, c'est des gens un peu utopistes qui ont transformé cette utopie en récupérant le système coopératif, qui est un système très souple puisqu'il n'y a pas de profit à la clé, il y a une capacité de sociale qui leur correspondait bien, etc. Mais il y a aussi un phénomène qui est assez, à mon avis, assez intéressant dans ces jeunes coopératives, c'est qu'elles participent beaucoup, enfin, elles utilisent beaucoup une situation qui est, semble-t-il, caractéristique à Zurich et je ne sais pas, peut-être dans d'autres villes, où l'habitude de la colocation, où l'habitude de partager est quand même très très grande. Je crois qu'on compte 30 000 personnes. Alors, est-ce qu'on dedans on compte les étudiants ou pas, mais qui à Zurich cohabitent en quelque sorte, sont colocataires, etc. Des chiffres qui circulent. Donc ça veut dire qu'il y a une habitude très ancienne de la vie en collectivité, qui n'est pas simplement chacun son appartement, et qui soutient en quelque sorte les recherches vers les clusters, vers les systèmes de plus en plus développés qu'on a vu à Kraftwerk d'abord, c'est le premier qui a un peu inventé ça, ensuite chez Kalkbreite, ensuite encore plus à Zwicky, pas Zwicky, avant c'était Hunziker, où là carrément c'est un grand appartement divisé en petits avec l'espace commun, donc on arrive presque au type de la cohabitation, et puis maintenant avec Zwicky qui est effectivement un projet totalement complexe, puisqu'on va de l'appartement à tout petit à des appartements de, je ne sais pas combien, 135 mètres carrés, avec des profondeurs de temps. Donc peut-être on peut repartir sur cette idée du premier concours, qui était un concours intéressant, puisqu'il a été ouvert à des équipes, même des équipes internationales, parce que je crois que Urs fait partie de cette équipe, qui a marqué l'histoire récente à Zurich avec un projet qu'on peut peut-être nous raconter, et qui trouve une suite dans le projet de Zwicky Sud. Oui, je n'étais pas parti à Berlin, mais j'étais parti en Hollande, comme il n'y avait pas travaillé en Suisse. Et en fait, on avait fait ce concours-là depuis l'Hollande avec une équipe un peu internationale. Mais le premier contact avec ce système de concours pour moi, en fait, c'était quand j'étais invité pour participer dans un jury. Et ce qui était intéressant dans la vraiment première période de
de cette vague, c'est que l'esprit dans l'administration de la ville était assez ouvert. Il y avait une jeune génération d'architectes qui travaillaient auprès de la ville et qui organisaient ces concours-là et qui invitaient des gens de ci et de là pour participer aussi dans des jurys. Et j'avais aucun projet à mon nom pour légitimer, soi-disant, ma participation dans ce jury. Tu peux donner juste un peu plus de détails sur ce qui s'est passé au niveau de la ville, parce qu'on voit les concours, mais comment ça a fonctionné à la ville? Il y avait une équipe qui a... Oui, il faut nommer la personne de Peter S., qui était directeur du Amt für Hochbauten, du service qui à la fois organise les projets de construction pour les bâtiments de la ville, mais qui organise aussi, et c'est lui, a priori, qui avait cette idée de combiner le système de concours avec cette politique de construire des logements à Zurich, qui en fait était aussi une politique pour attirer des familles qui payent des impôts, parce que la ville elle avait un problème financier à ce moment-là, parce qu'il n'y avait que des jeunes et des vieux et des gens qui ne gagnaient pas beaucoup, et c'était aussi un aspect de cette politique. Mais Peter S., il était très important en faisant le lien et aussi en embauchant des jeunes architectes dans son service. Il y avait toute une dynamique. Et aussi, ce qui était quasiment absent, c'est le service d'urbanisme. Le Amt für Städtebau, il jouait aucun rôle dans cette première phase. Et aujourd'hui, on a dans tous les programmes, il y a au moins 2-3 pages sur l'urbanisme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une sorte de nouveau de contrôle, d'essai de contrôle sur l'urbanisme. Et dans cette première phase, c'était un peu le Wild West, parce qu'il y avait les sites entre 6 000 mètres carrés et 30 000 mètres carrés, et c'était quasiment ouvert à l'expérimentation. Il n'y avait pas vraiment de grandes contraintes urbanistiques, et ça explique un peu. Et c'est quelque chose qu'on a senti depuis l'Hollande, mais aussi les jeunes architectes à l'époque à Zurich, ils ont senti cette ouverture et ils ont essayé de jouer avec. Et ça explique peut-être des projets comme Boba Fett, qui était jusqu'à un grand bloc massif avec 150 logements dedans, et un concept assez radical, mais aussi un peu maniaque, dans le sens de tout mettre sur une seule typologie, sur une seule. Et l'autre projet qui était un peu au début de notre agence à Grünwald, le bloc, un projet qui était un grand cours ou un îlot qui était en fait pour 3 différents clients qu'on réunissait dans cette forme. Et je crois que ce projet-là, il serait plus possible aujourd'hui. Il pourrait plus gagner un concours à Zurich aujourd'hui. C'est quand même le système et les acteurs, ils ont changé, c'est devenu beaucoup plus, c'est professionnalisé d'une certaine manière, mais aussi les programmes, ils sont devenus de plus en plus épais, il y a de plus en plus de freins de sécurité déjà inclus dans les programmes, et cet esprit du début, il a un peu changé, je trouve, aujourd'hui. Oui. Et Zwickau Sud, c'était libérateur dans le sens que c'était Dübendorf, c'est une commune qui n'a pas de service d'urbanisme, qui a rien, et il y a juste ce masterplan sur un site industriel, et c'est essentiellement un développement privé. C'est des acteurs qui ne sont pas lié à la ville. Aussi le terrain appartenait à cette famille Zwickau, elle a été acheté
par les investisseurs, dont Kraftwerk. Et c'est un conseiller immobilier, Wüstum Partner, un grand, qui a fait le lien entre la famille Zwicky qui voulait vendre leur terrain, entre Sen, entreprise générale qui cherchait des projets pour développer, et Kraftwerk qui cherchait des sites compliqués parce qu'il se rendait compte que dans la ville de Zurich, il y a plus grande chose. C'est devenu très difficile à trouver des terrains pour faire des projets. Et ça, c'était encore un programme très compact, très simple, très... qui ressemble même un peu à Beauparfait. Alors, je me permets d'intervenir parce que il faut aussi que ça soit une discussion ouverte au public. Et peut-être pour Grunewald, on peut préciser que le projet a récemment été avorté suite à une longue histoire et notamment à une décision du tribunal fédéral, il me semble. Sachant qu'il y a eu une discussion à Zurich à ce propos, où Orparter a invité d'un côté des architectes, d'un autre côté des personnes qui étaient plutôt des juristes, et pour expliquer un petit peu voilà, à qui, dans ce genre de cas, à qui appartiendrait ou devrait appartenir le dernier mot. Peut-être que tu peux rajouter un ou deux mots là-dessus. Oui, je peux peut-être essayer de ne pas parler comme architecte, un des architectes de ce projet-là. Et évidemment, on est déçu et on est un peu enragé aussi sur ce verdict. Mais peut-être il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé politiquement et aussi par rapport à la ville, parce que en fait, le verdict, il est difficile à interpréter, parce que c'est le bonus que Mathias a mentionné, il est de densité et de hauteur supplémentaire, il est lié à des conditions de qualité énergétique, accès aux handicapés, espace vert, mais aussi intégration urbaine dans le tissu urbain de qualité supérieure. Et cette formule est une formule dans une loi cantonale de Zurich. Alors le tribunal fédéral, il n'a pas vraiment le droit d'interpréter la loi cantonale. Il a juste le droit de corriger le canton quand il est abusif, quand il applique ses propres lois, pas de manière équivalente et correcte. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et ça veut dire que la ville de Zurich, depuis des années, ils ont donné des permis de construire à des projets qui, en fait, ça serait peut-être un peu mieux dans le tissu que notre projet, mais quand même qui était aussi assez comme von Balmos-Krucker, c'est dans un contexte comparable, qui est aussi une morphologie qui continue pas du tout celle des quartiers d'à côté. Et la question est, est-ce que c'est l'instrument de droit correct, cette Arealüberbauung, puisque c'est écrit dans la loi qu'il faut une intégration dans le tissu urbain, et après il faut discuter qu'est-ce que ça veut dire une intégration. Mais avec ce projet-là, on était toujours de l'avis qu'il s'agissait de penser sur une échelle plutôt topographique et des infrastructures, et de faire quelque chose qui a la force aussi de transformer le contexte, de ne pas continuer le contexte tel qu'il est, mais d'essayer de faire le premier pas pour le transformer. Et ça, c'est un argument qu'on peut avoir, mais c'est contraire à la formule qui est écrite dans les lois d'intégration dans le contexte adjacent ou urbanistique. Et ça, c'est
une question. Et l'autre question est qu'est-ce que veut la société? Est-ce que il y avait un changement? On a vu ce que ça donne, la densification. On a vu beaucoup de constructions. Et est-ce que la société a changé un peu d'avis? Et il y a des gens qui disent ça suffit, on veut plus. On veut arrêter un peu cette croissance, cette densité, on veut réduire un peu et je crois qu'il y a les deux. Il y a vraiment une sorte de changement politique aussi depuis 2005 où on a fait ce concours-là. Peut-être je peux ajouter une autre chose que je trouve très grave dans cette décision, c'est, disons, ce emplacement dans le tissu urbain, il était en principe possible quand il y avait une bonne qualité. Alors, comment le juger? Alors, il y avait un jury pour le juger. Alors, c'était vraiment par le concours. La ville, elle a dit, bon, il faut un concours, il faut un jury avec des architectes, tout un grand jury, et après, ça suffit pour avancer un projet comme ça. Alors, c'était vraiment un moyen pour développer à la fin ou de faire des nouveaux projets. Et avec ce verdict, maintenant, c'est un peu difficile parce que ça veut, à la fin, c'est une interprétation, mais à la fin, on peut aussi dire, bon, maintenant, c'est fini, la ville, elle est comme elle est. Alors, on est de nouveau sur un point qu'on peut dire, à la fin, on ne peut plus rien faire, juste ce que les lois... 25 ans, ouais, alors c'est vraiment un pas en arrière et je trouvais très bien ta explication. Il y avait un certain moment où c'était plus libre parce qu'on était aussi heureux qu'il y a quelque chose qui se passait. Et à un certain moment, ça commençait de pas en pas. Maintenant, ce verdict encore, je crois, c'est un peu encore, c'était quand même un coup dur parce qu'en ce moment, on est quand même les architectes, mais aussi la ville, on est un peu irrité. Personne sait. Et puis, bien sûr, la ville, elle aime aussi pas se pencher trop vers dehors parce que c'est critique politique. C'est quand même aussi des politiques à la fin qui sont dans la ligne de décision. Et si on fait trop des projets comme ça, bien sûr, il y a des autres partis qui sont contre, etc. Alors, il y a, je crois, maintenant, il y a quand même aussi un moment où ça se referme et malheureusement, des projets comme ça, à la fin, c'était juste il y avait certains voisins qui étaient persistants, on peut aussi dire des Gallois qui disaient « Ah non, et puis on veut pas ça », et puis ils ont arrivé. À la fin, c'est aussi incroyable parce que je trouvais leur argument, ils étaient pas très forts. Et puis, bon, ils ont réussi parce qu'ils étaient persistants. Ça, c'est un peu aussi les règles du jeu, mais le résultat qui va maintenant compte. Parce qu'il y a maintenant le verdict vom Bundesgericht, le plus haut, et puis maintenant il y a toute l'interprétation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne connaît pas les risques de recours, les risques juridiques pour les projets à suivre. Mais il y a peut-être quand même une question d'urbanisme aussi derrière ou connectée parce que au début, dans cette période de Far West, c'était un peu chacun son truc à 6 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés, et chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'urbanisme, il y a juste que la densité, et l'un il fait un grand bloc, l'autre il fait un court, le troisième il fait des bars, il y a de tout. Tout est possible. Et qu'est-ce que ça va donner comme ville si on pense que à chaque site, peut-être, ouais. Mais est-ce que nous voulons cette ville ou pas? Et après, il y avait le fait, on a essayé de retrouver un peu la cohérence, aussi de ce que je trouve assez intéressant, de réfléchir comment on peut faire des liens entre ce qui existe et les nouveaux bouts de ville. Et je crois que les règles, le cadre juridique, il est
il a une grande influence sur ça, parce que si on avait une règle qui disait qu'il faut une offene Bauweise, une construction ouverte à Grünwald, tout le monde avait fait des projets comme ça. Mais il n'y avait pas cette règle. C'était notre projet, il était tout à fait possible dans le cadre. Alors, on essaie de faire ça. Il y a quand même cette question de comment créer de la cohérence sur une plus grande échelle. Et là, je trouve, à Lausanne, je trouve le projet de métamorphose, par exemple, je trouve ça intéressant que apparemment c'est possible de réfléchir sur une échelle un peu plus grande et de vraiment tisser des liens, des connexions sur une échelle de quartier, et pas toujours sur cette échelle qui est assez typique de aréal, de site. Mais parce que la situation, encore une fois, de Zurich est très particulière sur le plan de l'organisation urbaine. On n'a pas ça à Genève, on n'a pas ça moins ça à Lausanne. À Zurich, il y a quand même cet univers de cité-jardin qui est tellement présente, qui fait que si on implante dedans un grand bâtiment, on est obligé presque, si on veut avoir de la densité, de faire autre chose que de reproduire le petit élément. Et c'est vrai que ces quelques grands projets qu'on a vus sortir, Trimley, les deux grandes barres de Peter Merkley, mais qui sont d'une façon intégrée dans la ville en se posant par rapport à une grande voie, donc se définir très correctement une position urbaine, mais d'autres comme le projet de Klee, qui est intéressant parce que dans un tissu complètement déstructuré par juste des barres, il recrée en quelque sorte une espèce d'espace collectif différencié dehors et dedans. C'est tout à fait, on imagine très difficilement dans d'autres villes accepter facilement ce genre de réponse architecturale urbaine. Il se trouve que là, ça a été possible. C'est assez extraordinaire que les jurys ont souvent été des vrais jurys, enfin des jurys où il y avait de la discussion face à des gens qui n'étaient pas vraiment compétents. Enfin, les responsables des collectifs, des coopératives, surtout par exemple à Clé, ils préféraient un autre projet. C'est vraiment les architectes qui ont expliqué qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce projet, pourquoi il était mieux que de faire des petits bâtiments, etc. etc. C'était quand même les jurys ont beaucoup aidé à faire sortir ces grands projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens de Trimley, je les confonds toujours, c'est Sona, c'est laquelle, la coopérative de Trimley. Ouais, Sonaga. Ils ont le développement, puisqu'ils ont tout le terrain qui continue. Et donc, ils ont fait des études, ils ont fait tout leur système habituel. Et la réponse des habitants, ce n'est pas d'avoir ça. C'est d'avoir quelque chose de plus petit, de plus convivial, de plus proche. Il y a vraiment une réponse très différente qui apparaît dans les enquêtes qu'ils font eux-mêmes auprès de leurs habitants. Mais c'est un des 3 clients de Grünwald. Oui, oui. Et un premier argument, c'est oui, on ne veut pas encore une deuxième fois cette expérience. Et on veut construire, on ne veut pas finir à Lausanne. C'est assez intéressant de voir qu'il y a eu, encore une fois, non pas une phase, mais un mouvement avec une espèce d'énergie et de disponibilité qui se resserre un peu, qui se calme, même sur le plan des logements, puisqu'ils étaient partis sur des logements de 110, 120 mètres carrés. À Verdwies, il y avait quand même des logements très très grands. Aujourd'hui, les concours, c'est de faire des plus petits logements, c'est-à-dire des 4 pièces et demie, de 90 mètres carrés. Ils trouvent déjà que c'est des plus petits. Bon, dans d'autres pays, c'est très grand. Mais déjà, on voit que ça réduit, et ça... C'est ce qui est intéressant. Il y a vraiment les deux aspects à Zurich. Il y a l'aspect urbain, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont eu des réponses. Je pense que Gaspard
qui a écrit dans mon livre un texte très intéressant. On est passé de la ville organisée, structurée, complètement maîtrisée par la Cité-Jardin, à un système beaucoup plus ouvert où il y a des espèces de résidences qui dessinent des territoires particuliers. Ça, c'est sur le plan urbain. Mais sur le plan de la typologie, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a dans les jeunes, les nouvelles coopératives, cette invention qui répond à un souci d'essayer de trouver une adaptation de la coopérative à la société nouvelle. C'est-à-dire une société qui est très différente, qui est beaucoup plus mélangée, avec des situations où on est tout seul, où on est deux, où on est trois, où on est 12, des situations qui n'ont rien à voir avec la cité-jardin, où c'était de la famille, 2 ou 3 enfants, l'homme à l'usine, la femme au foyer. Là, on est dans un monde complètement différent. Donc, il y a aussi cette recherche à Zurich de trouver une réponse par la typologie et l'organisation des logements à une situation qui est totalement différente. Une autre population beaucoup plus mobile, très différente. Mais les plus classiques, je trouve qu'il y a moi j'avais pensé même faire un document là-dessus. Quand on regarde l'organisation de ces logements très classiques, qui le sont beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. En l'espace de 10 ans, les rapports du séjour et de la cuisine ont été complètement bouleversifiés. Il n'y a plus la séparation. Les rapports classiques jour-nuit ont été aussi beaucoup modifiés. Donc ça donnait une très très grande liberté. Et même on s'aperçoit que la réduction des surfaces suscite, ne serait-ce parce qu'il y a les concours qui obligent à réfléchir, parce qu'on a des concurrents, etc., à des réponses qui sont vraiment très intéressantes. Je pense à la réponse de Knapkiewicz et Fickert sur Hornbach, avec ce plan qui rejoint les grands plans, enfin les grandes théories de Perret, etc., de l'espace central, tout. C'est intéressant parce que c'est des plans tout à fait neufs, même si c'est des plans plus classiques, mais en même temps, ils ne sont pas si classiques que ça. Et on voit toute une recherche, par exemple, sur les rapports de la cuisine et du séjour, et on l'a vu à Zwickau Sud, pas à Zwickau Sud, mais à Unsinker, où on voit des situations où la cuisine est dedans, mais pas complètement, etc., où on voit qu'il y a un vrai travail, parce que justement, les coopératives se réinterrogent à chaque fois sur le fonctionnement du logement. C'est-à-dire qu'on les sent très, très préoccupés de trouver la bonne réponse par rapport à ce qu'ils estiment être leurs futurs locataires. Et à ce moment-là, effectivement, ça fait des schémas de briefs pour les concours qui sont déjà très, très dessinés, enfin très, très orientés, qui laissent un peu moins de liberté dans la conception, mais qui en même temps obligent à réfléchir vraiment sur la manière de faire ce petit logement, qui n'est pas très grand, 90 mètres, 100 mètres carrés, mais de l'organiser pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc il y a, au sens presque au centimètre près, il y a un travail là qui est, à mon avis, tout à fait extraordinaire, par le fait des concours et de la multiplication des concours, parce qu'il y a quand même beaucoup de concours. Mais n'est-ce pas plutôt les architectes que les coopératives qui ont fait les innovations sur ce champ-là? Oui. Ouais, je voulais juste un peu dire ça. Je crois que c'est vraiment la qualité de la quantité des concours et du système qu'il y avait tant d'architectes, tant de travail, qu'il y avait vraiment beaucoup de bureaux qui travaillaient aussi. Pour nous, c'est super important de travailler sur les typologies et on est nouveau dans les jurys. Alors les mêmes bureaux, ils sont dans les jurys, la prochaine fois, ils sont nouveaux dans les concours. Et comme ça, il y avait un développement que je trouve, peut-être, on peut trouver maintenant déjà des lignes, je ne sais pas, mais c'est aussi une ambition de toujours et aller plus loin, de trouver une nouvelle chose, un nouveau truc, pour aussi gagner peut-être le concours, parce qu'il y a aussi les concurrents et copains qui sont après dans les jurys et puis qui cherchent aussi quelque chose de nouveau. Et je crois là, il y a un développement dans un temps très court qui est énorme. Alors vraiment, et puis il y avait, et je trouve ça, c'était vraiment la chose la plus importante, parce qu'à la fin, il y a pas un type qui marche, parce qu'il y a plusieurs modèles, et on va voir quel modèle va nouveau se développer d'un autre, etc.
Et à la fin, une autre chose que je trouve très intéressante dans la discussion, c'est peut-être, toi tu l'as mentionné tout au début, un peu aussi que on parle toujours des coopératives, d'un système, je crois que c'est vraiment un système très bien, excellent. Mais il faut aussi dire que les coopératives, ils sont aussi, comment dire, c'est aussi assez exclusif. Disons, c'est très difficile de rentrer dans une coopérative parce que tout le monde veut y aller là-bas et ils sont assez fermés sur une certaine, comment on dit, une clientèle. Alors, au début, c'était très clair. C'était les travailleurs, alors les coopératives, et puis le modèle social, il était aussi plus ou moins défini. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est plus comme ça, et surtout aussi les coopératives. Toi, tu as mentionné des coopératives qui essayaient peut-être une fois de se renouveler, de sortir peut-être la clientèle qui est peut-être plus difficile pour gérer. Et après, il y a tous les bons exemples des coopératives innovatives qu'à la fin, il faut aussi dire qu'ils sont super fermés. Alors, c'est vraiment un peu comme une secte. Il faut, ou bien tu es dedans et tu crois et tu renonces à tout, ou bien tu es dehors. Bien sûr, mais il faut dire pour Kraftwerk, Kalkbreite, et puis il y a des autres qui sont assez forts, et puis c'était très difficile. Là, il y a déjà, c'est très difficile pour rentrer, et il faut vraiment... Il faut tout un catalogue. Alors, il faut être dans une scène. Mais ça, c'est aussi la qualité, disons. Pour ceci, c'est bien qu'ils ont construit Twiki à Dubendorf, parce que là, les urbanites des arrondissements centraux ne voulaient pas y aller. Donc, il y a oui, Kraftwerk, c'est clairement, c'est pas une secte. C'est assez. Je vois un peu comment ils font avec chercher des lots, mais on peut comparer aussi sur Twiki un investisseur privé, un fonds de pension qui s'appelle Adimora, et ils ont une stratégie juste pragmatique d'investisseurs que en ce moment on n'a pas de rendement de toute façon et on n'a pas on a des intérêts négatifs. Alors 1% c'est déjà super, et pourquoi pas faire des logements qui coûtent vraiment pas cher, vraiment bon marché, et avoir un peu moins de rendement, mais avoir une plus grande sécurité qu'on peut les louer aussi quand une fois ça va moins bien. Et ce fonds de pension, les logements, ils coûtent moins cher que Kraftwerk par mètre carré, ou plus ou moins pareil par mètre carré, mais ils sont un peu plus petits. Et Kraftwerk, ils ajoutent les frais pour la collectivité, pour toutes les choses qui sont organisées autour de la coopérative. Alors, s'il s'agit juste de vivre bon marché, et là, tout le monde peut venir. Il n'y a aucun contrôle ou sélection. Tout le monde peut venir, tandis que chez Kraftwerk, il ne faut pas avoir une voiture, il faut quand même un peu le mix il a des règles, combien de gens par appartement, par mètre carré, et tout ça il n'y a pas chez le fonds de pension. Là, mais si Twiki était dans un arrondissement central, on saurait plus se sauver des hipsters qui voudraient habiter là, et à Dubendorf c'est un peu... C'est différent, oui. Il y a vraiment des familles migrantes, il y a un peu tout. Mais il y a cette critique des droits amphithéotiques qui sont donnés par la ville de Zurich pour un intérêt assez bas aux coopératifs, et après c'est loué à la moyenne classe qui pourrait tout à fait payer plus, et c'est les partis de droite qui essayent tout le temps de critiquer ce système
qui tient jusqu'à maintenant. Il y a toujours des majorités pour. Mais il y a quand même parce qu'ils disent qu'un investisseur privé il est défavorisé par rapport aux coopératives quand il veut acheter un terrain parce qu'il n'a pas les mêmes conditions. Et finalement, ça ne sert pas vraiment aux gens qui ont vraiment besoin d'un appartement qui ne coûte pas cher, mais ça sert plus ou moins aux avocats, aux professeurs d'école, aux architectes qui vivent dans les coopératives. Et je crois que c'est que partiellement correct. Et ce qui est sûr, c'est que les 25%, ça fait que on peut toujours trouver un logement à Zurich. C'est pas comme à Londres ou à Paris où c'est carrément impossible de trouver un logement abordable. Ouais. Et pourtant, c'est une ville de banque. Oui, mais tu apportes un thème pour moi très critique, parce que les démolitions, reconstructions, ça veut vraiment dire qu'à la langue, on échange un peu les populations dans certains quartiers. Et on a vu maintenant dans un journal de Zurich qui a publié un peu les chiffres, ça se voit statistiquement que les couches sociales inférieures diminuent fortement, d'une façon marquée. C'est pas seulement à cause des démolitions, reconstructions, c'est aussi le marché de logement en général qui a pour effet que les immigrants, par exemple, ils sont poussés vers les périphéries, vers la vallée du Limmat, vers la vallée du Glatt, vers les périphéries de la ville, comme ici Renan, des endroits comme ça, et qui ne trouvent plus des appartements, mais ça s'est aggravé par la politique de démolition à reconstruction, parce que on démolit des logements abordables. Où est-ce qu'on replace les gens qui sont normalement des membres de la coopérative? Ils vont quand même retrouver des autres appartements pour eux, s'ils ne sont pas trop vieux ou s'ils ne rentrent pas dans leur pays d'origine. Mais après la reconstruction, normalement, il y a beaucoup plus grande partie de gens avec, par exemple, un diplôme académique qu'avant. Même si c'est des familles, des enfants, c'est sympa, mais c'est aussi un petit problème social. Et la seconde, c'est sur le plan urbanistique, on a eu des quartiers très très homogènes, soit des années 20, soit des années 40, et qui sont tour à tour déchirés par les nouvelles constructions qui sont pour eux-mêmes très, très innovatives, bonnes, excellentes, mais que je trouve quelquefois où les qualités d'un projet sont très hautes, mais celui d'à côté ne sont pas pareils. Là, on a vraiment quelque part des situations un peu chaotiques. À Schwamendingen, par exemple, auf der Tübendorferstraße, on a des problèmes de discontinuité, et je me demande quelquefois si cette volonté de vouloir conserver l'aspect perméable de ces quartiers, cet aspect vert de cité-jardin, on essaye de le faire, mais c'est pas possible avec une triple densité. Man täuscht sich. On se déçoit soi-même, et on a des quartiers, on résulte avec des quartiers un peu hybrides, qui ne sont pas cité-jardins parce qu'ils n'ont pas vraiment des grandes surfaces vertes, mais qui ne sont pas des quartiers urbains non plus, et qui sont un peu entre deux. Et là, je vois un peu un péril. Peut-être moi je trouve que tu as tout à fait raison. Ce qui concerne en anglais on dit gentrification, c'est en principe un problème
depuis il y a des villes, je crois, il y a je crois que c'est le même nom en français, non, gentrification. Ouais. De l'autre côté, je trouve, ouais, peut-être c'est la ville qui est comme ça, qui a toujours des quartiers qui deviennent plus riches, peut-être plus importants, et puis plus chers, et il y a un mouvement. Alors, on peut aussi le voir qu'à la fin, ça, c'est la vie normale d'une ville dans des centaines d'années qui se passent. Mais je trouve, en ce moment, le problème à Zurich, c'est vraiment que, alors, il y a cette gentrification, alors il y a un bougement, mais la ville, elle est trop petite. Alors, ça veut dire qu'à la fin, le centre, il reste le centre. Et je trouve une chose assez décevante maintenant de tous se mettre, peut-être le développement des dernières 25 années, c'est qu'il n'y a pas vraiment des nouveaux centres. Alors il y a peut-être comme le Hunziker-Areal, maintenant des projets qui essayent vraiment de développer quelque chose dehors, mais il y a des quartiers comme Oerlikon qui ont peut-être qui avaient déjà le potentiel pour en avoir. Il y a une grande place, il y a des magasins, mais il n'y a aucune raison d'aller là-bas. Disons, de se décider dans une grande ville, je dis, bon, je vais dans mon quartier ou je vais dans l'autre quartier. Et il y a toujours des raisons, peut-être, des cafés, des restaurants, des cinémas, des théâtres, je ne sais pas quoi. Et ça, je crois que Zurich, elle est trop petit. On a un réseau super efficace. Ça, c'est aussi un peu... alors, je suis super vite, disons, juste l'exemple de Oerlikon. Je prends le train et 3 minutes, je suis à la gare centrale. Alors, pourquoi il n'y a pas de raison d'établir une culture dans l'autre quartier. Et ça, je trouve, en ce moment, c'est un peu... ça aussi le problème de Zurich. Et là, je vois aussi la qualité des coopératives qui viennent un peu de toute cette scène des squatters. Eux, ils font une chose différente. Disons, avant, j'étais un peu cynique avec les sectes, mais la bonne chose, c'est que eux, c'est toute une scène qui va quelque part. Et bon, Kalkbreite, c'est vraiment au centre, mais il y a des autres, et eux, ils viennent avec leurs gens. Et c'est comme un restaurant. Parfois, c'est spécial. Il y a des restaurants ou des bars qui marchent. Et dans des endroits où tu te dis ne peuvent pas marcher, mais ils marchent parce qu'ils ont toute une scène. Il y a des gens qui veulent aller là-bas, qu'ils rencontrent leurs gens, et c'est pour ça que ça marche. Et je trouve la qualité de ces coopératives qui sont très spéciales, c'est que eux, ils amènent toute une philosophie avec leurs gens. Et puis là, après, il y a un magasin ou un resto, il marche aussi parce qu'il y a les gens qui viennent. Et je crois que ça, c'est une chose que les privés, les investisseurs, ils ne pourraient jamais y arriver là-bas. Parce que c'est trop... Là, il y a un travail, à la fin, il y a un travail énorme derrière que tu ne peux pas payer, que même, tu ne peux même pas l'organiser si tu veux. C'est... Oui, et puis ça, je trouve très spécial qu'il y a maintenant des coopératives qui arrivent à faire ça dans un niveau très grand, avec des investissements assez importants. Ça serait intéressant maintenant de comparer avec Lausanne. Vous avez la situation de La Sala et vous avez la Plaine du Loup. Ce que seront les différences à Lausanne, je ne sais pas ce qui est le potentiel de La Sala, mais peut-être il y a tout autre potentiel à la Plaine du Loup. Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses à rajouter par rapport à ça. Moi j'aimerais juste revenir peut-être sur la notion de densité, ou vous disiez que peut-être les architectes étaient en train de rechercher une densité qui était peut-être décevante par rapport aux qualités de la cité-jardin. En même temps, moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont un potentiel existant de ces espaces verts entre des bâtiments, aujourd'hui il s'agit avant tout de trouver la densité juste, donc ni trop mais ni trop peu, pour réussir quand même à faire de la ville mais en gardant des qualités. Et c'est peut-être cette recherche sur la typologie qui fait qu'on arrive à des formes hybrides, en fait. On ne peut plus classifier un projet de logement si c'est une barre ou des plots séparés ou des lignes de maison Reihenhäuser, mais peut-être des choses bien plus articulées qui vont chercher des relations intérieures-extérieures, ou entre
le logement et son quartier, tout en recherchant cette densité, mais en gardant ces espaces extérieurs. Et puis on peut citer du coup des plans qui deviennent presque organiques, comme les plans de Emi ou les plans de Knapp-Kivitz-Wickert, qui vont aussi chercher ce genre de relations riches en fait. Je crois qu'il y a aussi une question, alors on va faire par étapes. Ouais. Ben, moi j'avais juste une question. Donc vous discutez finalement de comment on produit la ville, et je suis étonnée, il n'y a personne qui a abordé la question de la participation, qui est quand même souvent associée au mouvement coopératif, et moi ça m'intéresserait de vous entendre comment s'articulent finalement ces différents processus, peut-être dans les projets que vous avez développés en tant qu'architecte. Et puis on peut faire le lien avec la Sala ou les Plaines du Loup. Je pense qu'il y a des démarches participatives qui vont s'engager aussi pour ces concours-là. Je peux vous passer le micro? Oui, à Zwickau, c'était très organisé, la participation. Alors, nous, on était un peu naïfs comme architectes au début, parce qu'on pensait on pourrait juste offrir des structures un peu brutes. Et j'étais très intéressé de voir le projet à Genève de Équilibre, qui était vraiment conçu de cette manière-là, que les gens eux-mêmes, ils ont construit des choses. Et en fait, à Zwickau, c'était un peu notre naïveté au début de réfléchir comme ça, mais finalement c'était un projet avec une entreprise générale et avec des garanties, avec des matériaux qui remplissaient toutes les normes et et il n'y avait pas vraiment la possibilité d'interférer directement sur le projet pour les futurs habitants. Par contre, par contre, il y avait toute une commission qui existait déjà avant le concours. Il y avait des réunions et tout le monde ils ont une longue liste d'attente. Alors tout le monde qui était intéressé dans Zwickau Sud pouvait participer déjà dans la formulation du programme au début et après c'était toujours filtré pour nous. On a reçu des messages très clairs de la part de Kraftwerk. Et ce qui était intéressant, qu'ils ont souvent réagi au plan qu'on a dessiné. Ils ont dit, on a voulu demander combien de grandes colocations est-ce qu'il faut faire et où vous voulez les placer. Et ils ont dit, oui, 3 ou 4, mais essayez de les mettre quelque part et on va voir. Et on a fait ça. Et après, ils ont dit non, ça, on va mettre sur le toit, parce que nous, on a pensé sur le toit, c'est bien, on peut faire des appartements qui coûtent un peu plus cher pour financer mieux. Et ils ont dit non, on va mettre la colocation au toit, c'est le plus important, et ils vont avoir un patio. Et c'est aller et retour entre les architectes et Kraftwerk. C'était assez intéressant de travailler comme ça, mais il n'y avait pas de contact vraiment direct entre nous et les futurs... il n'y avait pas de bataille. Non, c'était... non, c'était pas vraiment... c'était très bien organisé, il faut dire. Kraftwerk, ils ont aussi de l'expérience maintenant. Oui. 4e projet, en tout cas 3e projet construit. Oui, ils ont vraiment certaines choses, ils ont exclu qui peut-être auraient été possibles, mais parce que c'était pas organisable pour eux. C'était pas... Mais juste pour répondre à la question, quels sont les rapports de ces projets au moment de leur élaboration avec les habitants, le projet et l'urbanisme? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est ailleurs? Comment ça s'est passé pour le projet le premier projet en bas, comment s'appelle-t-il? Le Vista Verde. Oui, Vista Verde. Comment ça s'est passé? J'ai pas vraiment compris elle est très grande la question. L'habitant, l'appartement et l'urbanisme. Beaucoup de projets, ouais. Quand ils sont suffisamment importants, ont un impact urbain. Il y a un rapport où
soit la ville ou au quartier. Quel est le rapport des coopérateurs avec cette dimension du quartier? Est-ce qu'ils participent à la discussion? On ne veut pas un carré, on veut une tour, ou est-ce que c'est quand le projet est fait qu'il y a une discussion? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'a priori, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai discours, échange sur l'urbanisme. Il y a un échange sur les typologies, il y a un échange sur la répartition, il y a un échange sur qu'est-ce qu'on met dans la coopérative, quelles sont les dimensions qu'il faut avoir. Là, on voit bien que la population et les futurs habitants participent, mais est-ce qu'ils participent à la décision sur l'implantation urbaine? Je pense plutôt pas, mais je crois qu'il y a aussi le risque que les coopératives eux-mêmes, bien sûr, ils ont leur intérêt, et c'est de faire un certain nombre des appartements, et ils ont coopérative, alors ils existent parce qu'il y a il y a des membres de la coopérative, mais l'urbanisme, je crois pour eux, c'est très abstrait, alors ils voient plutôt leur... Peut-être à Grunwald, le concours qui n'a pas réussi à cause de l'opposition qui est venue depuis le quartier. Il y avait exemplairement, et la ville elle a organisé des workshops avec le quartier, on a écrit le programme du concours avec les résultats des workshops. Bien sûr, c'est toujours sur un niveau un peu abstrait, il nous faut ça et ça et ça, et c'est pas encore dessiné, c'est pas encore et après ils ont fait le concours, et les gens qui ont porté plainte, ils n'étaient pas présents auprès des workshops, ils sont venus après, ils n'ont jamais participé à la discussion, mais il y avait en fait un processus qui était plutôt organisé comme ça. Mais ça a échoué, ou les personnes qui étaient contre, ils ne se sont pas manifestés. Et après, parfois, ce qui se fait, c'est des jurys publics. C'est aussi intéressant. C'est un peu problématique aujourd'hui avec Twitter et tout ça, que parfois il y a des communications presque live du jury à l'extérieur, parce que les bureaux même, ils n'ont pas le droit de venir. Mais l'idée au début, c'était que les gens du quartier, ils pourraient au moins entendre les discussions et se faire une opinion eux-mêmes. Mais c'est difficile sur l'échelle urbaine, je crois aussi que c'est pas. Et aussi pour répondre peut-être encore à votre question ou à la participation, je pense dans le cas de Zurich ou dans la plupart des projets que je connais, peut-être pas Kalkbreit, il y a un ou deux qui sont vraiment un peu plus participatifs que vraiment les locataires ils sont dans le processus, mais je crois que la plupart, c'est vraiment organisé. Alors, il y a dans la coopérative, on choisit un comité qui est responsable pour organiser ça. Normalement, c'est le directeur ou le chef de la coopérative. Et puis eux, ils vont avant peut-être après le concours, on dit ouais, ça c'est le projet gagnant. Et après, je crois il y a un votement bien sûr avant l'investissement. Et voilà, c'est tout. Et les gens ils sont heureux. Mais alors c'est pas vraiment très direct. À la fin, je pense que c'est très efficace et parce que je suis quand même très critique que vraiment, je crois, un processus vraiment très très direct, c'est incroyablement long. Et quand on s'imagine que chacun des locataires, il doit faire tout un chemin de peut-être d'en savoir rien sur l'architecture, d'avoir peut-être des images très
étroit que ça peut dire une maison, une grande maison, etc. Je crois que c'est immense, un travail immense. Et là, je suis assez critique. Je trouve que ce système, il est pas mal, même peut-être s'il est très organisé, peut-être parfois trop loin des locataires. Peut-être il est vraiment important de savoir quelles sont les phases de participation et quelles sont les phases pour les professionnels. C'est pas tout le processus, mais peut-être il y a des autres questions ou des critiques de votre part. Je ne sais pas si vous avez juste les mêmes problèmes à Lausanne ou de toute autre question. Les problèmes arrivent, je pense, à Lausanne, ou en tout cas les solutions aussi. Pour les démarches participatives, moi je pense qu'il y a différents types de coopératives. Je suis aussi d'accord avec le fait que ça doit être très difficile pour des architectes de satisfaire des souhaits individuels en fait. Et puis l'architecture, elle est aussi là à un moment pour donner du sens à des souhaits qui sont, ou en tout cas des individus, mais à un moment il faut vivre ensemble dans du bâti, et c'est aussi à l'architecture de donner un sens commun à tout ça. Par contre, je sais qu'il y a des coopératives qui sont structurées de telle sorte à ce que les coopérateurs peuvent eux-mêmes donner des inputs. Ces inputs, ils sont transcrits en procès-verbaux. Ces procès-verbaux, ils sont donnés à une commission, et cette commission, elle est en contact direct avec les architectes. Et dans ce cas-là, la participation de tous est filtrée, traduite, et puis revient quand même jusqu'au maître d'œuvre. Et ça, je trouve un système qui fonctionne bien. Et j'aimerais du coup inviter le public aussi à compléter les questions, parce que le temps commence à passer, et je crois qu'on a aussi, on a tous un peu faim et soif. Oui, je serai rapide. Gaël Gauchon, membre de l'association Forum d'architecture Lausanne. Voilà, je vais juste réagir à la question de l'échelle de la participation entre l'architecture et l'urbanisme. Pour moi, c'est assez logique que dans des projets tels que ceux qui sont présentés ici, il n'y a pas de participation au niveau urbanistique, parce que le projet concerne les futurs habitants de ce projet, ne concerne pas les futurs habitants de la ville. C'est tout le défi de faire de la participation à l'échelle de la fabrique de la ville, c'est qu'il faut qu'on trouve l'objet qui concerne les habitants, or même qu'on ne parle pas d'endroits où ils vont aller habiter, ou alors peut-être d'espace public. Et c'est ça qui rend extrêmement compliqué, je pense, le fait de faire de la véritable participation au niveau urbain, parce que l'engagement, la relation directe avec l'individu est plus difficile, et c'est souvent le moteur de la participation, c'est qu'on doit donner beaucoup pour arriver à préciser tout ce qui va être le cadre pour pouvoir faire les projets. Merci. Est-ce qu'il y a une réponse ou d'autres questions? Non, mais ça sort du cadre des coopératives. C'est sûr que ce n'est pas forcément les coopérateurs qui peuvent, qu'on appelle les coopérateurs, les membres des coopératives, qui peuvent toujours tous discuter sur. Mais sur le plan purement urbain, moi je connais quelques expériences, en particulier à Vienne, où sur des opérations assez complexes, avec un plan qui n'était pas élaboré par les habitants, mais qui était le résultat d'un concours. À ce moment-là, la discussion et la participation des habitants, et en particulier du quartier, qui voyaient se transformer une ancienne usine, pouvaient intervenir, parce qu'à ce moment-là, ils ont de la matière. Et on peut leur expliquer, pour qu'ils, avant de réagir, ils comprennent, et ensuite, ils peuvent justement réagir et modifier et faire des propositions, parce que dans le vide, ils ne savent pas. Mais quand ils voient, ils peuvent comprendre, et quand ils comprennent, ils peuvent dire « Ah oui, mais on préférait, etc. » Donc sur un projet déjà élaboré, il peut y avoir une vraie discussion, pas forcément avec les coopératives, mais avec les habitants, avec le quartier, quand les rapports entre les deux sont très présents. C'est pas toujours évident dans, par exemple, Unsicker Areal, il n'y avait pas d'habitants, on peut dire. C'était des coopératives qui étaient à côté. Il y avait une zone industrielle, et puis les nouveaux qui allaient arriver, ils n'étaient pas là. Ils allaient arriver. Donc discuter du projet urbain à ce niveau-là, c'était où trouver les gens pour discuter avec. Où trouver ou les habitants
ou les futurs habitants, ou les citoyens. Donc c'est assez difficile. Mais on peut imaginer que dans une coopérative, je vois ce qui se passe à Trimley, le premier Trimley. Là, les habitants ont vécu la première transformation, même s'ils sont des nouveaux, parce que beaucoup sont des nouveaux. Et là, ils disent, et les anciens qui sont toujours habitants avec leur petite maison, disent, nous ne voulons plus ce type de transformation, nous préférons une transformation différente. Et ceux qui sont dedans disent déjà, nous voulons le transformer, nous ne voulons pas d'un parc, nous voulons des jardins, et donc ils sont en train de transformer, de mettre des jardins, etc. Donc on voit bien qu'il y a une capacité d'intervention, mais qui suppose qu'il y ait déjà un projet. S'il n'y a pas de projet, c'est très très difficile de... Ou alors on fait des suppositions, on peut des tas de... Mais ça, c'est assez difficile à intégrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Des questions encore dans le public ? Une question. Moi, j'ai une question aux architectes. Est-ce que le fait d'avoir vécu la crise et vécu l'éloignement, c'est-à-dire d'être allé voir ailleurs, a été moteur pour l'innovation, que ce soit dans le jugement des projets ou dans la fabrique de ce que vous avez fait? C'est-à-dire que vous êtes allé voir ailleurs ce qui était possible d'imaginer autrement chez vous, ou pas? Ou ça n'a eu aucun effet? Oui, je crois que c'était clairement le cas. C'était important de revenir à Zurich avec un autre regard. Et du coup, Zurich, j'étais 7 ans aux Pays-Bas et après, il y avait tout ce miracle de concours et avant, il n'y avait rien. Alors, c'était assez marquant quand même comme expérience. Pour nous, peut-être, c'était plus important de faire beaucoup des concours pour avancer. Et puis, bien sûr, on est inspiré un peu de partout. Et quand je vois, surtout aujourd'hui, comme j'étais maintenant 4 années prof à Berlin, et puis là, il se passe un truc très bizarre. Il y avait une grande crise. Maintenant, ça monte nouveau. Ils ont vraiment aussi, on le croirait pas, mais ils ont une crise de logement. Et puis les architectes, ils ont perdu en ce moment, vraiment les architectes berlinois, je crois, il y en a beaucoup qui ont perdu tout à fait leur habilité de faire du logement. Et je crois là, il faut, et pas seulement les architectes, mais aussi les investisseurs, les grandes Baugesellschaften en allemand, que depuis 20 ans, 30 ans, ils font rien que gérer leurs milliers d'appartements. Et puis maintenant, ils sont là, ils doivent construire des appartements, et puis je crois ça prend un certain temps. Alors, à mon avis, pour moi, c'était aussi le processus que je trouvais qui était très... c'est de découvrir, de commencer il y a certaines règles, il y a un certain savoir-faire, et tu commences avec les premiers projets. Les autres bureaux, on commence à comparer. Il y a plein de projets, et après, il y a un développement qui va dans une direction, et que je crois, à la fin, qui est très local, parce qu'il y a tant des démarches ou des règlements qui sont tout à fait différents de Zurich. Déjà en Suisse, si vous allez de Zurich à Lausanne, déjà il y a les petites règles qui changent, qui peut-être des choses, quand je vois, j'ai déjà fait quelques jurys à Genève, il y a des résultats différents, parce qu'il y a même des petites règles qui sont différentes. Il y a des auteurs, il y a des possibilités, il y a l'œil à Genève, pas de problème de faire un 8 étages, 10 étages, déjà dans le plan, c'est inscrit. Zurich, impossible. Alors il y a les petits et je crois là, quand il y a assez de projets qui se font, il y a un développement que je trouve là, et là je trouve que ça devient vraiment intéressant. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe.
Tu as aussi mentionné la crise. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence de la crise immobilière, l'influence productive peut-être. Je me rappelle que Andreas Hofer de Kraftwerk, il a raconté qu'ils étaient juste que l'économie ne veut pas de nous. Tout le monde est au chômage, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose quand même, on ne va pas attendre. Et c'était un peu pareil pour vous. Je me souviens qu'il n'y avait pas encore Pool, mais Pool, c'était une sorte d'organisation qui invitait tout le monde à boire une bière et discuter des projets. Et tout le monde faisait un peu des projets, mais c'était, comme il n'y avait pas vraiment de commandes, c'était pas vraiment sérieux, mais quand même, c'était le début aussi de votre agence. Et cette créativité qui est un peu poussée par une crise économique, elle est probablement plus difficile à réaliser dans un contexte où tout le monde... je sais pas, oui. C'est vrai qu'à Zurich, il y a eu concomitance d'énormément de choses. Une crise du logement qui était extrêmement forte, une crise économique qui était forte, une crise même politique. On ne savait pas très bien ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on fait avec l'industrie qui a disparu? Qu'est-ce qu'on fait avec là? Est-ce qu'on fait une ville financière? Est-ce qu'on fait la ville? Il y avait et la population qui partait. Il y a une diminution de la population de Zurich qui était considérable. En 10 ans, ils ont perdu 40 000 habitants, je crois. Donc il y avait un moment où la crise, il faut en sortir. Et là, il y a quelques individus qui avaient participé à tout ce qui s'était passé avant, participant au squat, participant un peu à la révolte, imaginant d'autres solutions, et qui ont essayé de trouver une issue et qui se sont inventés en fait quelque chose qui a servi un peu de modèle en quelque sorte pour les nouvelles coopératives. Et puis petit à petit, ça s'est diffusé modérément, mais quand même, et ça aboutit quand même à ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que cette crise a été le moment qui a favorisé l'émergence de quelques individus qui ont changé les choses, plus après le politique, plus après... D'autres questions? Il fallait la crise pour les idées et le boom pour la réalisation. Oui, voilà. Pour les deux choses. Bon, eh bien, je crois qu'on arrive au terme d'une longue mais très intéressante discussion. Je voudrais particulièrement vous remercier d'être venu de Zurich et puis même de plus loin. Et je vous invite, pour aussi le public qui est présent, à suivre notre prochaine discussion qui aura lieu dans une semaine exactement. On abordera du coup la question un petit peu des projets qui se sont récemment réalisés ou qui sont en cours ou bien qui sont prévus sur l'arc lémanique. Donc des références de Genève, des projets aussi à Lausanne et puis des perspectives aussi avec le projet des Plaines du Loup où on aborde des échelles urbaines. Donc on aura en présence aussi des membres de coopératives genevoises et puis des architectes genevois et lausannois. Et puis voilà, je voulais vous remercier infiniment et puis je vous invite à discuter du coup de façon un peu plus informelle aussi dans l'exposition avec l'apéritif. De faire un petit compliment parce que j'ai vu cette exposition et je suis absolument ravi. Merci de ce que vous avez fait ici et c'est très dommage que ce soit que pour 3 semaines parce que oui, je suis ravi et aussi je suis très très intéressé de voir les projets. Je n'ai pas connu tous de Suisse romande et ça me semble très très intéressant ce qui est en train de se former ici et on va vous visiter très souvent de la part de la revue Werk aussi au futur.